Bonjour à tous et bienvenue dans le cours numéro 5 d'Info 2. Aujourd'hui, nous allons parler des mémoires en informatique et de l'utilisation des fichiers avec le mbed. Dans une première partie, nous allons voir comment réaliser au niveau électronique la fonction mémoire. Dans une deuxième et troisième partie, nous allons parler des deux types de mémoire qui existent en électronique, les mémoires volatiles et les mémoires non volatiles. Enfin, nous verrons l'architecture des microcontrôleurs et comment dialogue le microcontrôleur avec ses mémoires. Et dans une dernière partie, nous regarderons les différentes fonctions qui permettent d'écrire et de lire dans un fichier avec notre microcontrôleur. Comme vous le savez, en électronique, l'unité de base de la mémoire, c'est le bit, le 0 ou le 1. Et il y a plusieurs façons de réaliser un effet mémoire. Tout d'abord, on peut utiliser un circuit de type bistable comme une bascule. Donc une bascule va produire un effet mémoire, bascule D par exemple. La deuxième possibilité pour matérialiser la mémorisation d'un 0 ou d'un 1 est de disposer d'une capacité qui sera chargée, qui représentera donc le niveau 1, ou déchargée et qui représentera le niveau logique 0. En électronique, il y a deux types de mémoire, les mémoires volatiles et les mémoires non volatiles. Les mémoires volatiles ont la propriété de perdre la donnée une fois que l'alimentation est coupée, alors que les mémoires non volatiles, elles, c'est le contraire, gardent la donnée même si l'alimentation est coupée. Alors dans les mémoires volatiles, il y a principalement deux types, les SRAM et les DRAM, et dans les mémoires non volatiles, on a les ROM, les PROM, les EPROM, les EEPROM et les flash qui en fait sont une sorte d'EEPROM. Chapitre numéro 2, nous allons détailler les mémoires volatiles. Alors ce qu'on appelle une RAM, Random Access Memory, est un exemple de mémoire volatile. Et il y a deux principales familles dans les RAM, la SRAM, Static RAM, et DRAM, Dynamic RAM. Alors, la static RAM, pour mémoriser un bit, elle est réalisée avec une bascule D et nécessite 6 transistors. Donc on va prendre un petit peu de place au niveau silicium. Par contre, une fois que la donnée est mémorisée, et tant que l'alimentation n'est pas coupée, il n'y a rien besoin de faire, la donnée est mémorisée. Et deuxième type de mémoire RAM, la DRAM, qui veut dire Dynamic RAM. Là, le stockage de l'information se fait avec une capacité. Alors une précision concernant les Dynamic RAM pour fonctionner nécessitent un transistor et une capacité. Comme la capacité possède une résistance interne intrinsèque, la capacité, petit à petit, au fur et à mesure du temps, va se décharger. Et donc, si on veut garder la donnée en mémoire, il va falloir périodiquement venir rafraîchir cette donnée. L'ordre de grandeur, c'est de 10 à 100 millisecondes. Alors 10 à 100 millisecondes, ça nous paraît, au niveau de l'échelle d'un être humain, très rapide, mais pour un processeur comme celui que nous utilisons qui travaille à 100 MHz, ça va représenter beaucoup de cycles d'horloge. Comme la capacité nécessite d'être rechargée, ça veut dire qu'elle se décharge, donc on perd de l'énergie, et comme il faut faire ça fréquemment dans le temps, une des RAM va consommer plus d'énergie qu'une static RAM. Alors chapitre 3, les mémoires non volatiles. Alors les mémoires non volatiles sont les mémoires qui ne s'effacent pas même lorsqu'on coupe l'alimentation. Il y a donc deux types de base, les ROM et les PROM. ROM ça veut dire Read Only Memory et PROM c'est programmable ROM. C'est la même chose. Par contre on ne peut les programmer qu'une fois. Deuxième type de mémoire non volatile s'appelle les EEPROM. Ce sont des PROM qui sont effaçables avec des UV. Mais cela dit, ça prend tellement de temps que c'est relativement compliqué à mettre en œuvre. Puis il y a une évolution sur ces mémoires qui s'appelle des EEPROM. Donc c'est des mémoires PROM qui sont effaçables électriquement. Et donc là, on va pouvoir, avec un microcontrôleur, lire la donnée, éventuellement l'effacer et la remplacer. Et puis il y a une autre évolution de ces mémoires, ça s'appelle les mémoires type flash. En fait, ce sont des EEPROM, mais dont le process pour effacer électriquement est très très rapide. C'est pour ça qu'on appelle ça des mémoires flash. La mémoire flash, c'est le type de mémoire qui est utilisé sur les clés USB et sur notre microcontrôleur mbed. Le gros inconvénient de ces mémoires, par contre, c'est que la durée de vie est limitée. Au-delà de 10 000 à 100 000 cycles, on n'a plus une grande fiabilité et on risque de devoir changer la mémoire. Alors chapitre 4, les mémoires en informatique embarquée. Notre microcontrôleur va avoir besoin de mémoire pour deux choses. La première, c'est stocker ses programmes et la deuxième, c'est stocker les données, par exemple quand il fait des calculs. Donc, lorsqu'on fait un reset, qu'on met en marche le microcontrôleur, on a besoin que le programme soit déjà présent sur le microcontrôleur. C'est pour ça que le programme est stocké sur la mémoire flash. C'est pour ça aussi que vous le voyez comme une clé USB quand vous connectez le mbed
à votre ordinateur. Et puis deuxième chose, donc il va falloir stocker les données quand vous faites des calculs ou des affichages. Il y a besoin de données, toutes les variables quand vous définissez int i égale 0 par exemple, en mémoire et réserver une place pour i dans laquelle on va venir stocker le 0. Cette mémoire, elle n'a pas besoin d'être conservée une fois que le microcontrôleur est éteint, donc on peut la stocker dans la partie RAM de la mémoire de notre microcontrôleur. Si on a besoin de stocker des données, par exemple si on veut faire une mesure de température toutes les 10 secondes ou toutes les minutes et qu'on veut sauvegarder ces données pour pouvoir les récupérer ultérieurement, là on va utiliser la mémoire flash de notre microcontrôleur, c'est ce qu'on verra dans la dernière partie du cours. Il existe deux types d'architecture de processeurs qu'on appelle architecture Von Neumann ou architecture Harvard. Architecture Von Neumann du nom de son créateur et architecture Harvard du nom de l'école où était inventée cette architecture. Dans l'architecture Von Neumann, il n'y a qu'une seule zone mémoire pour stocker les programmes et les données. Mais attention, quand on dit une seule zone mémoire, ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir plusieurs types de mémoire. Dans cette même zone de mémoire, il va y avoir les mémoires de type flash et les mémoires de type RAM. Alors, par contre, il n'y a qu'un seul bus de données et qu'un seul bus pour adresser. Alors, vous avez compris normalement ce que c'est qu'une adresse. L'adresse, c'est le numéro des cases où sont stockées les données. Et donc, le microcontrôleur, quand il veut venir lire une donnée, il donne une adresse. La mémoire sur le bus de données indique la valeur de la donnée. Donc, il y a toujours au moins deux bus, un bus d'adresse et un bus de données. Par contre, pour l'architecture Harvard, il y a deux zones mémoire bien spécifiques différentes. Une dans laquelle on va stocker les programmes et une dans laquelle on va stocker les données. Ça veut dire que pour chacune de ces deux zones, il y aura un bus de données et un bus d'adresse. Globalement, les deux architectures sont utilisées, même de nos jours. Il y a toujours une concurrence entre ces deux types d'architecture. L'architecture Von Neumann est un petit peu plus facile à réaliser physiquement et un petit peu plus facile à gérer. Par contre, elle est un peu plus lente parce que quand vous venez exécuter un programme, il faut lire la zone du programme pour savoir ce qu'il faut faire et puis après aller lire la zone des données pour pouvoir aller lire les données ou écrire les données. Avec l'architecture Harvard, par contre, comme il y a deux zones de mémoire différentes, vous pouvez lire le programme, donc savoir ce que vous devez faire, et en même temps être en train d'écrire une donnée. Donc le process pour réaliser un programme va être plus rapide. Par contre, ça se paye, et ça se paye au niveau de la complexité de l'architecture physique pour réaliser le microcontrôleur ou le microprocesseur, et au niveau de la complexité pour gérer aussi les tâches, les actions du processeur. Enfin, cinquième partie, l'utilisation des fichiers avec votre microcontrôleur. Si vous avez besoin par exemple de stocker une donnée et de pouvoir la réutiliser une fois que le microcontrôleur sera éteint, par exemple si vous faites une mesure de température régulièrement dans le temps, il va falloir utiliser des fichiers. Et pour cela, donc stocker les données dans la zone flash de votre microcontrôleur et non plus dans la RAM. Pour utiliser les fichiers avec le embed, on va donc utiliser la classe Local File System qui permet de préciser le répertoire dans lequel seront stockés les fichiers. Si vous utilisez le répertoire local, en fait, cela veut dire au microcontrôleur stocke les fichiers à l'endroit où tu stockes aussi ton programme. Mon programme.bin est stocké dans le répertoire local. Une fois que vous avez précisé ça, vous pourrez donc utiliser toutes les fonctions que vous avez vues avec le langage C pour stocker, pour créer, écrire, relire, effacer des fichiers. Toutes les fonctions classiques du C standard sont utilisables avec votre embed. Pour mémoire, les fonctions qui permettent de gérer les fichiers en langage C, les fonctions principales tout du moins, sont les suivantes. Il y a d'abord fopen qui permet d'ouvrir un fichier, fclose qui va permettre de le refermer, fgetC qui va permettre de lire un caractère dans un fichier, fgetS qui va permettre cette fois-ci non plus de lire un caractère mais une chaîne de caractères, et puis il y a les fonctions qui permettent d'écrire, fputC pour un caractère et fputS pour écrire une chaîne de caractères. Pour ouvrir un fichier, on utilisera la ligne de commande file étoile pfile égale fopen de entre parenthèses le nom de votre fichier. File étoile, ça veut dire un pointeur vers un fichier, et file étoile pfile, ça veut dire qu'on va créer pfile, qui est un pointeur vers un fichier, donc qui va indiquer en fait l'adresse d'un caractère dans un fichier.
Il y a plusieurs façons d'ouvrir un fichier, comme vous le savez. En mode W, si on veut créer et écrire dans un fichier, à ce moment-là, le pointeur est positionné au début du fichier. Alors, il y a une autre façon d'ouvrir un fichier, c'est en mode A, Append. À ce moment-là, on vient rajouter des choses à la fin de notre fichier, et donc le pointeur, lui, est positionné à la fin du fichier, et non plus au début. Si on ouvre en mode W, on vient écrire au début du fichier, donc on efface éventuellement ce qui a déjà été écrit dans le fichier. Et puis évidemment, on peut venir l'ouvrir en mode lecture seule. À ce moment-là, on le précise avec le caractère R comme read. Alors une fois que le fichier a été ouvert, on va pouvoir traiter les données, c'est-à-dire écrire ou lire dans notre fichier. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, lorsqu'on a terminé le traitement, on ferme proprement le fichier en utilisant la fonction fclose. Donc la façon la plus simple d'écrire dans un fichier, c'est d'utiliser la fonction fputC qui permet d'écrire un caractère dans un fichier. Il y a donc deux paramètres à passer à la fonction fputC. Tout d'abord, le premier argument, c'est la valeur à écrire, c'est-à-dire le caractère que vous voulez écrire dans votre fichier. Et le deuxième argument que la fonction prend en paramètre, c'est le nom du fichier dans lequel vous voulez écrire. Donc la façon simple pour lire une valeur dans un fichier, c'est d'utiliser la fonction fgetC qui va permettre de lire un caractère. La fonction prend en paramètre un seul argument, le nom du fichier, et va renvoyer une seule chose, le caractère qui va être lu. Alors que ça soit pour une lecture ou une écriture, à chaque fois le pointeur vers le fichier est déplacé d'une case. Il est déplacé d'un caractère pour pouvoir venir lire ou écrire le caractère suivant dans le fichier. Alors un premier programme d'exemple qui vous montre comment utiliser les fonctions fgetC et fputC. Donc on va tout d'abord écrire le caractère 0x23, en fait le caractère 0x23 c'est le caractère dièse. On va ouvrir un fichier qu'on va appeler file1, on va écrire dedans le caractère 0x23 avec la fonction fputC. Dans la deuxième partie du programme, on vient réouvrir un fichier dont le pointeur s'appelle file2 et on vient lire le premier caractère dans ce fichier et le caractère qui sera lu sera affiché à la console et évidemment ça sera le caractère qui correspond à 0x23, c'est-à-dire dièse. Un deuxième programme d'exemple, on va utiliser cette fois-ci non plus l'écriture ou la lecture d'un caractère mais l'écriture et la lecture d'une chaîne de caractères et pour cela on va utiliser tout simplement les fonctions fgetS, S comme string, et fputS. À ce moment-là, de la même façon, on vient ouvrir un fichier, on écrit une chaîne de caractères dedans, on referme le fichier, puis on réouvre le fichier, et à ce moment-là, on vient lire la valeur qu'il y a dans le fichier et on l'affiche sur la console du terminal. Et enfin, dernière partie du cours, l'écriture des données formatées dans un fichier. Pour cela, il suffit d'utiliser la fonction fprintf, f comme file, printf comme la fonction printf, que vous utilisez classiquement en C. D'ailleurs, la fonction fprintf est très similaire à la fonction printf. La seule différence, c'est qu'il faut lui préciser un pointeur vers un fichier, c'est-à-dire l'endroit où doit être écrite la chaîne de caractères qui sera précisée dans le fprintf. Dans ce programme d'exemple, on va utiliser différentes choses qu'on a déjà vues dans les cours précédents. On utilise un timer et une interruption externe matérielle. Le main est extrêmement court puisqu'il consiste juste à démarrer la première fois le timer et à associer la fonction toggle, la fonction qui permet d'inverser la valeur de la LED, à un front montant qui viendrait arriver sur le bouton. Alors, dans la fonction toggle, on vient juste vérifier si le timer a dépassé 200 millisecondes, ça c'est pour empêcher d'avoir des problèmes avec les rebonds du bouton poussoir. Si c'est le cas, on inverse l'état de la LED et on vient écrire dans le fichier, donc pour cela on ouvre le fichier, on fait un fprintf, on vient écrire dans le fichier le temps qui s'est écoulé depuis le dernier appui sur le bouton poussoir, et puis on referme proprement le fichier et on redémarre le timer, c'est-à-dire on le remet à 0. À chaque fois qu'il y aura un appui sur le bouton poussoir, donc à front montant, il va se produire donc une interruption externe matérielle qui va venir déclencher une routine d'interruption qui dans ce cas-là est notre fonction toggle. Et la fonction toggle, comme vous l'avez compris, ne s'exécutera que si le timer qui s'appelle debounce, aura dépassé les 200 millisecondes.
Voilà, c'est la fin du 5e cours d'Info 2. Merci à tous de votre attention et à la prochaine fois pour le cours numéro 6 de cette série de 9 cours d'informatique embarquée.